pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Humura Burundi est diffusé sur le web à www.rpa.com. À la présentation, Janvier Ninina Hasgue. Dimanche 22 décembre 2019, vous êtes les bienvenus chers auditeurs au magazine Humura Burundi et partons d'abord par les titres de ce magazine. Plus de 12 personnes constituent le bilan des dégâts humains de ce samedi en commune Gihocha de la municipalité de Bujumbura. Pierre Nkurunziza implore le soutien des hauts gradés des corps de défense et de sécurité durant la période électorale. La rubrique au cas de ce dimanche revient sur le trafic humain des jeunes femmes et filles burundaises vers les pays du Golfe. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabela assure la mise en onde et ingénieur Régis Desmoulins. Dans la ville de Bujumbura, la petite rivière appelée Tchari jusqu'à couler dans les maisons environnantes, comme ses habitants de la localité l'indiquent. C'est la petite rivière Tchari qui a débordé jusque dans les quartiers Mirango et Gatunguru. La rivière Tchari traverse le quartier Winerekwa. C'est pourquoi ce quartier a été le plus touché par rapport aux autres. Donc Tchari a détruit environnante et a par la suite jeté tous les déchets dans la RN1. Des vies humaines y ont péri, soit emportées par l'eau, soit par effondrement des maisons. Ces pluies ont aussi occasionné des dégâts matériels. C'est grave, nous n'avons même rien à dire. La pluie a commencé vers 23h et elle a causé tant de dégâts à Winerekwa et dans le quartier Matafari. Mais ici à Winerekwa, il y a eu beaucoup de pertes. Ce n'est pas les enfants seulement qui ont perdu la vie, même des adultes y ont péri. Beaucoup de maisons ont été détruites. Il y a un endroit où il y avait 6 maisons, mais à présent, c'est comme un terrain vide et personne des habitants de ces maisons n'a encore été retrouvés. Seuls leurs vélos ont été jusque-là retrouvés. À part les ambulances, aucun autre véhicule n'était pas autorisé à emprunter la RN1 dans la matinée de ce dimanche. La route RN1 est barrée et aucun véhicule n'était autorisé à passer. Seules les ambulances sont autorisées. Il y a aussi beaucoup de policiers qui étaient venus pour aider ces ambulances. L'effectif total de gens qui ont perdu la vie n'est pas encore connu. Des gens cherchent toujours les leurs. 12 corps ont été retrouvés selon les chiffres officiels. Les habitants de ces localités soit arrivés tardivement, affirmant que certaines victimes avaient été tirées des décombres et ont succombé avant l'arrivée des secours pour les évacuer. Merci à Walter Kwizera. Alain Guillaume Bunyoni, le ministre de la Sécurité publique, indique dans l'immédiat que la police, en collaboration avec la population, ont d'abord donné le cours normal au ruisseau qui a causé ces dégâts. Ensuite, l'autre urgence est de localiser l'endroit où mettre les personnes sans abri. Suivez Alain Guillaume Bunyoni. Pour le moment 12 morts, principalement des enfants et des personnes très âgées. On décompte aussi plus de 30 blessés qui sont en train d'être de soins de la capitale. On décompte aussi des maisons détruites dont le chiffre va être annoncé après avoir fait le constat définitif. Il y a eu des activités qui ont débuté très tôt le matin de secours, de sauvetage et d'évacuation sanitaire. Il y a une autre activité principale qui est en train de se faire pour le moment dans le cadre de la réparation pour pouvoir donner à cette rivière son cours normal et pour pouvoir effectivement l'empêcher d'envahir encore les habitations. Il y a aussi le travail de veille qui doit se faire pour se rendre compte de l'évolution de la situation. Donc les forces de l'ordre sont mobilisées pour utiliser leurs forces physiques afin de dégager les débris, de redonner le cours normal à ce ravin. Deuxièmement, il y a aussi des activités d'assistance aux personnes qui ont été victimes de ces inondations avec la collaboration de nos partenaires. L'installation d'abris provisoires pour
ceux qui n'auront pas la chance d'avoir pouvoir se loger chez les voisins. Et il y a eu d'autres cas aussi qui ont été constatés au niveau de Buterere et à Charama. Nous allons nous y rendre pour voir les dispositions particulières à prendre. Mais Dieu merci, là, on ne renseigne pas de disparition. Ce que nous devons donner à la population, c'est qui sont dans ces zones à risque de s'en éloigner un petit peu afin d'éviter donc subir emportés par d'eau courants éventuels pour être entraînés par d'autres pluies. Deuxièmement, assez de s'entraider pour ceux qui ont perdu le pouvoir déloger dans le cadre du bon voisinage. Les services concernés sont sur place pour constater ce qu'il faut faire en termes d'assistance de tout genre, mais aussi en termes de pouvoir aménager quelques abris provisoires pour ceux qui n'auront pas où se caser. Bien, il y aura des travaux à courte durée de stabilisation qui vont suivre. Alain Guillaume Bugnoni, ministre en charge de la sécurité publique. La surabondance des pluies inquiète également plus. Des dégâts ont été enregistrés la nuit dernière. La colline est la plus touchée. Les maisons se sont effondrées suite au glissement de terrain. Les habitants de la localité craignent le pire qui s'est produit sur la colline Nyemundu dans la nuit du 4 décembre. Parlant toujours des pluies torrentielles qui s'abattent ces temps-ci sur la ville de Bujumbura risque de faire éclater le canal qui conduit les déchets en provenance de la ville vers la zone Buterere. Ce canal se trouve au même niveau que le pont de la 12e avenue reliant la zone Buyenzi et le marché communément appelé Chession peut à tout être emporté en même temps au pont menacé d'écroulement. Trésor Nyongabo nous a dit plus. Les excréments en provenance de Bujumbura vers la zone Buterere passent à la 12e avenue de la zone Buyenzi. Ils passent également au niveau du pont reliant la zone Buyenzi et le marché communément appelé Chesioni. À cause des pluies torrentielles, les eaux de la rivière Nahangwa ont pour le moment déjà commencé à détruire les deux bords de ce pont au point où il semble s'écrouler. C'est ce même pont qui soutient le grand tuyau qui achemine les excréments vers la zone Buterere. L'évidence est que le tuyau sera emporté une fois ce pont écroulé, ce qui pourrait causer des maladies liées au manque d'hygiène au sein de la population de proximité, sans oublier la pollution du lac Tanganyika due à ces déchets en provenance de la rivière Nahangwa. La population 10 mètres de la terre pour couvrir les couches déjà emportées, mais cette terre ne cesse d'être emportée par la pluie. Les vendeurs de chaussures, de tentes, de tapis ou de fruits œuvrant du côté de la zone Buyenzi ont dû déménager pour éviter d'éventuels accidents en cas d'écroulement du dit pont. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Dans la commune de Musigati, ces journalistes ainsi que leurs chauffeurs sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Toutefois, différentes organisations tant nationales qu'internationales, de même que les députés du Parlement européen, plaident pour leur libération immédiate et inconditionnelle. En politique, le président du Burundi a demandé aux membres des forces de défense et de sécurité de s'espionner entre eux, justifiant que ces corps regorgent d'ennemis du pays. Dans une réunion que le président a tenue avec le haut gradé de ces corps avant les cérémonies de présentation des vœux de ce vendredi, le président Nkurunziza leur a demandé soutien durant cette période électorale. Ces mots prononcés par Pierre Nkurunziza ont laissé beaucoup d'interrogations chez les participants à cette réunion. N'est-ce pas, Éloge Divin Remesh? Selon les informations concordantes en possession de la RPA, cette réunion s'est tenue dans les ancêtres de l'hôtel Elena Dogitega. La dite réunion était dirigée par le président Nkurunziza et a débuté aux environs de 9h. Nkurunziza était accompagné par le chef d'état-major, le lieutenant général Prime Niyongabo, l'administrateur général du service national de renseignement, le commissaire de police en chef, Dirako Bucha Gervais, surnommé Ndakugarika, inspecteur adjoint de la police nationale, le commissaire de police principal, Manela Mbona Christophe, surnommé Wakenya. C'est des informations recueillies participant à peu près
des corps de défense et de sécurité. Aucun civil travaillant au sein des ministères de la Défense et de la Sécurité, à commencer par le ministre actuel de la Défense qui est cette réunion, comme l'indique une source de la RP, Koboucha Gervais, qui a pris la parole en premier lieu. Ce dernier a demandé aux officiers militaires et policiers présents de collaborer avec les services du renseignement en leur fournissant toutes les informations sur chaque chose qui semblera suspect. Une stratégie qui, pour ces PCN de la Koboucha Gervais, aidera à appréhender ceux qui tenteront de manifester en cette période préélectorale. Le chef d'état-major, appuyant les propos de ces PC Gervais de la Koboucha, a dit aux officiers présents dans la salle que l'armée nationale va renforcer son service de renseignement afin de bien collaborer avec la documentation nationale et ainsi traquer l'ennemi à temps. Après, le lieutenant général Prime Nyongabo, selon toujours nos sources, CPP Manelambona Christophe, alias Wakenya, qui a pris la parole avec les mêmes propos que son prédécesseur, le chef d'état-major de l'armée. Il a déclaré lui aussi que la police nationale va également renforcer son service de renseignement. Le président Nkurunziza a pris la parole en dernière position. Il a et souligne les sources de la RPA parmi les participants aux officiers présents de lui apporter soutien. Sans trop expliquer, Nkurunziza leur a juste rappelé que depuis l'ancienne époque, le roi comptait toujours sur son armée, souligne les mêmes sources. Nkurunziza d'ajouter, selon les sources de la RPA, qu'il est au courant convié à la dite réunion, collabore avec les ennemis du pays, qu'il faut donc s'expliquer qui voudront perturber masquer à temps. Merci à Éloge Divin Lemecha. Il est difficile de croire au retrait de Pierre Nkurunziza du pays. Point de vue de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement l'accord d'Arusha qui craint que Nkurunziza ne change son avis à la dernière minute, justifiant que c'est pour honorer la demande des Burundais. Pour Jérémy Minani, porte-parole de la CEFOR, si Nkurunziza cède à la place du chef d'État, il risque de positionner un successeur qui continuera à museler le peuple burundais et détourner les fonds publics. Suivez Jérémy Minani, porte-parole de la CEFOR. Le départ de M. Pierre Nkurunziza est une bonne chose, c'est effectivement il y a lieu, parce que M. Pierre Nkurunziza est un homme qui usurpe le pouvoir légal burundais depuis août 2000. Perdre de vue que M. Pierre Nkurunziza nous laisse, s'il part, un pays déchiré, un pays au bord du chaos commun, si rien n'est fait, mettre fin à la à nous. Ce départ ne va rien régler, surtout qu'il n'y aura pas d'élections libres et certaines qui permettent que le peuple burundais élise leurs dirigeants dans la transparence totale. Il va y avoir une comédie électorale qui va pérenniser le même régime tyrannique mis en place par M. Pierre Nkurunziza. D'une manière générale, la situation des citoyens ordinaires s'aggraver. Il y a des réfugiés que M. Pierre Nkurunziza va laisser en exil. Il y a une économie qui s'est complètement effondrée, menaçable par la même occasion de famine généralisée, près de la moitié de la population burundaise. Donc, on ne peut pas chanter, se réjouir du départ de M. Pierre Nkurunziza seulement. Il faut que le peuple burundais dans son ensemble, le parti CNDD-FDD aussi, fasse un pas en avant, fasse un effort supplémentaire pour M. Pierre Nkurunziza accompagner d'un processus de paix et de retourner à l'accord d'Arusha qui permette de mettre fin définitivement à la crise déclenchée par M. Pierre Nkurunziza. Il a toujours laissé planer le doute sur sa volonté de sa vie. Ces paroles ne sont pas des paroles que nous pouvons prendre au sérieux. Nous attendons voir que cela se concrétise. Administratif, cette destitution intervient à 5 mois des élections. Page gouvernance à présent, le gouvernement burundais de responsabilité et difficultés auxquelles fait face l'association question des stations de la Kilimilo. Propos de Faustin Ndikumana, consultant indépendant du secteur économique. L'économiste demande que des enquêtes approfondies sur
de la société soient, des biens de la société soient menés afin de responsables. La situation de la et que le bénéfice n'existait plus et encore pour les 2 dernières campagnes qui n'est pas encore remboursé. Où est cet état? Alors que les mécanismes de suivre la gestion, le contrôle de la gestion dans une entreprise, il a des intérêts, notamment la Cour des comptes, le Secrétaire général de l'État, la Brigade spéciale anticorruption. Est-ce qu'il y a eu vraiment des rapports de ces institutions techniques qui auraient empêché ces institutions d'intervenir? S'il y a eu dans tous les cachots du camp, mais en vain. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Ces réfugiés burundais du camp d'Onduta, aujourd'hui portés disparus, sont Séverin Nyonguru de la zone 2, village 1, numéro 35, et Fabien Douimana de la même zone, village 9, numéro 28. Comme l'indiquent leurs voisins, c'était vers 2h du matin de ce vendredi, lorsque des gens en tenue de la police tanzanienne se sont rendus au domicile des victimes. Ils se sont introduits dans leur Le trafic des êtres humains existe bel et bien au Burundi, surtout le trafic des enfants et des jeunes femmes. Depuis 2015, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB en sigle, a recensé plus de 4000 jeunes filles et jeunes femmes burundaises qui ont été vendues dans les pays du Golfe. Au moment où les chiffres de ce trafic ne cessent d'augmenter dans le pays, comme le confirment certaines associations de défense des droits humains, quelles sont les causes de ce trafic humain? Que devrait faire le gouvernement burundais pour combattre ce trafic? Pacifique Ninazwe, président du FOCODE, et David Ninganza, un des défenseurs burundais qui suit de près le trafic des êtres humains au Burundi, sont les invités de la rubrique Obaoka de ce dimanche qui vous est présentée par Nadège Ilakodze. Bienvenue. La question du trafic humain au Burundi est une réalité du fait que le nombre de victimes de ce trafic vers les pays du Golfe tels que l'Arabie Saoudite, Oman, Koweït et autres prend de plus en plus de l'ampleur. En date du 16 décembre 2019, Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, a soulevé cette question en rapport avec le trafic de ces jeunes femmes burundaises vers ces pays du Golfe lorsque le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimwo, présenté devant le Parlement le rapport des réalisations accomplies pendant 6 mois par les différents ministères sous sa tutelle. Votre Excellence, Monsieur le Premier vice-président de la République, il y a une question que nous voudrions relever et que nous aimerions qu'elle soit prise en considération par le ministère des Relations extérieures. Cette question concerne le trafic des jeunes filles et jeunes femmes qui se rendent clandestinement dans les pays arabes comme l'Arabie Saoudite, l'Oman ou le Qatar à la recherche de l'emploi. Ce qui nous rend indignés, c'est que ce genre de déplacement clandestin est rendu possible par certaines organisations ougandaises ou kenyanes qui aident ces jeunes filles à partir avec des passeports de ces pays. Mais arrivées à destination, ces jeunes filles sont maltraitées dans ces pays d'accueil. Cela nous fait vraiment mal. Nous aimerions savoir les lacunes qu'a le ministère des Relations extérieures pour qu'il y ait des accords bilatéraux directement avec ces pays d'accueil afin qu'elles partent en bonne et due forme. Ainsi, nos jeunes filles pourront s'y rendre en toute dignité et y être assistées en cas de besoin. Nous aimerions que le ministère des Relations extérieures prenne en main cette question et assiste tout Burundais où qu'il aille. À cette question, Gaston Sindimwo, premier vice-président de la République, a répondu que le gouvernement est à l'œuvre pour résoudre cette question. Je dois revenir sur cette question parce que même au cours de la récente retraite gouvernementale,
Nous avons donné une orientation au ministre des Affaires étrangères de comment mettre en place au sein du même ministère un organe chargé de faire le suivi des personnes qui veulent aller chercher de l'emploi à l'extérieur du pays. Comme l'a indiqué le président du Sénat, que le pays va en tirer profit et que le gouvernement pourra aussi suivre de près les personnes qu'il aura envoyées. Ceci est une orientation que le président de la République a donnée pour que ce ministère aide et fasse le contrôle des personnes qui remplissent les conditions d'offre d'emploi avant leur départ dans ces pays étrangers. Nous avons envoyé des experts provenant de différents ministères pour qu'ils aillent voir comment cela est organisé dans d'autres pays. En Tanzanie, il y a un bureau chargé de faciliter ceux qui veulent aller chercher du travail en Arabie Saoudite, en Oman et ailleurs. Nous avons alors demandé au ministre chargé des Affaires étrangères de dialoguer avec eux pour que ce travail soit réalisé. Il n'est pas même nécessaire de faire appel aux sociétés étrangères. Nous pourrons le faire nous-mêmes et je pense que le ministre est à l'œuvre. L'association Focodé confirme l'existence du trafic des jeunes femmes burundaises. D'après le rapport des enquêtes menées par cette association, Pacifique Ninazwe, président du Focodé, indique qu'au mois de juin seulement, en 2016, ils ont recensé environ 240 filles qui ont été vendues vers ces pays du Golfe. Pacifique Ninazwe parle aussi de certains auteurs de ce trafic. En juillet 2016, le Focodé a sorti un rapport sur le trafic des filles burundaises vers des pays arabes, principalement vers le sultanat d'Oman et le royaume d'Arabie Saoudite. Et nous avions découvert à l'époque qu'en l'espace de 2 semaines de juin 2016, environ 240 filles et femmes avaient été envoyées à Oman et en Arabie Saoudite à travers 2 compagnies aériennes, à savoir Ethiopian Airlines et Kenya Airways. Alors, la dernière chose que nous avions découvert dans notre enquête à l'époque, c'était le prix des filles et des femmes envoyées à Oman et en Arabie Saoudite. Pour chaque fille qui arrivait à Oman, il y avait 500 rials omanais, environ 1000 euros. Ça veut dire à l'époque 2,5 millions de francs burundais qui étaient payés sur chaque fille arrivée à Oman. Tandis que pour chaque fille arrivée en Arabie Saoudite, c'était entre 2000 et 3000 dollars américains. C'était pas peu. Et c'est cela qui a encouragé les trafiquants. David Ninganza, défenseur des droits de l'homme au Burundi, explique le déroulement de ce trafic dans le pays et parle de différentes violations des droits de l'homme dont sont victimes ces jeunes femmes burundaises dans ces pays du Golfe. Tout d'abord, que c'est la traite. Il y a des éléments indispensables. Premièrement, il y a le recrutement. Il y a le transport, il y a la maison d'accueil, le recrutement qui se fait dans la communauté, le transport entre la communauté d'origine vers Bujumbura, il y a aussi la maison d'accueil et aussi l'octroi des documents de dépassement des frontières qui sont opérés par ces trafiquants même. Il y a après dépassement des frontières. Arrivé à l'extérieur, il y a les maisons d'accueil qui s'occupent de la distribution pour dispatcher ces enfants aux demandeurs. Après avoir affecté chacun chez l'exploitant, c'est-à-dire que ces enfants sont privés directement de leurs papiers, leurs passeports, pour dire que une fois sollicité le retour, l'enfant n'aura pas des moyens de réclamer le retour parce que elle entre directement parmi les personnes irrégulières et parce qu'elle est sans document. Ces jeunes filles et femmes sont souvent exposées à des travaux durs, sans rémunération, et aussi d'être affectées dans des maisons d'exploitation sexuelle. Vous comprenez quand quelqu'un est lancé dans une maison d'exploitation sexuelle, il y a toute une chaîne de maladies, toute une chaîne de frustration, toute une chaîne de violence psychosociale. C'est la raison pour laquelle, de retour, nous devons les mettre sous la surveillance à côté des psychologues, pour voir si réellement
ils remplissent les normes pour être réintégrés dans leur famille. Malheureusement, il y a ce qui passe par l'hospitalisation chez communément appelé Rojanti et dans un autre hôpital d'Ongozi qui s'occupe de la prise en charge psychosociale et santé mentale. À cause de l'absence des ambassades burundaises dans la plupart de ces pays du Golfe, Fikinina Hadzwe confirme que ces filles et femmes burundaises vivent le calvaire du fait qu'il n'y a personne pour leur venir en aide en cas de besoin. Ce défenseur des droits de l'homme s'étonne également que certains membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, jouent un grand rôle dans ce trafic. À l'époque, nous avions pu être en contact avec des filles et des femmes qui étaient principalement à Oman et quelque peu qui étaient en Arabie Saoudite. Elles nous avaient communiqué des conditions de travail inhumaines dans lesquelles elles étaient. Une première catégorie de femmes qui réclamaient d'être rapatriées le plus rapidement possible au Burundi. Parfois, elles disaient qu'elles étaient battues, qu'elles ne recevaient pas les salaires de mois prestés. D'autres disaient qu'elles continuaient à se faire vendre à plusieurs reprises dans ces pays, tandis que d'autres disaient qu'elles étaient violées par leurs patrons ou les fils de leurs patrons et parfois par des visiteurs là où elles travaillaient et qu'elles ne recevaient aucune protection. Alors, il y avait une deuxième catégorie de filles qui disaient qu'elles étaient, oui, sous maltraitance, mais que suite à la pauvreté qui régnait au Burundi et l'absence d'emploi au Burundi, elles ne pouvaient pas rentrer. Elle préférait continuer à subir une maltraitance qu'elle subissait là-bas au lieu de rentrer parce qu'il n'y avait pas de survie au Burundi. Et cela demandait tout simplement qu'il y ait un accord de coopération entre le Burundi et le sultanat d'Oman et entre le Burundi et l'Arabie Saoudite pour que les filles soient protégées, pour que les filles soient suivies. Elle réclamait notamment à Oman qu'il y ait une représentation diplomatique du Burundi et ceux qui étaient en Arabie Saoudite disaient que pour la plupart ils étaient très éloignés de la localisation de l'ambassade du Burundi en Arabie Saoudite étant donné l'immensité du pays, du royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais aussi ajouter, c'est que les filles vendues étaient recrutées dans les permanences du CNDD-FDD dans presque toutes les provinces du pays. Et nous avions noté que dans certaines situations, comme en province de Bubanza, certains cadres du CNDD-FDD avaient même envoyé leurs propres filles, d'autres avaient envoyé des épouses. Il y avait même le cas d'une élue locale en commune de Rugazi qui était elle-même partie faire ce travail dans ces pays arabes. Alors, notre enquête avait soulevé beaucoup de contestations au sein même du CNDD-FDD et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des mesures pour fermer les maisons de recrutement de ces filles, mais aussi l'emprisonnement des responsables de ces sociétés. Un emprisonnement qui a duré le temps de la rosée, comme on dit. Je dois dire qu'il y a eu une sorte d'accalmie à l'époque. David Ninganza propose des mécanismes à mettre en œuvre pour combattre ce trafic humain dans le pays. Premièrement, il faut que toute la population soit conscientisée. S'ils sont fléaux. Parce que quand nous faisons des sensibilisations sur la population, c'est vraiment clair qu'il y a des gens qui ne connaissent pas que la traite existe. D'autres choses, c'est que nous avons constaté que même si la politique de la lutte contre le trafic est là où la traite de la personne humaine, il faudrait renforcer les ministères sectoriels pour qu'il y ait une coordination, un bureau qui travaille à temps plein, qui capitalise les actions de chacun parmi les acteurs. Parce que il y a des acteurs étatiques, il y a des acteurs non étatiques. L'autre chose, au niveau du ministère des Relations extérieures, en collaboration avec le ministère du Travail, qu'il y ait une convention entre les deux pays, sur l'échange de la main d'œuvre. Autre chose, c'est aussi la contribution de l'ONU-Femmes, parce que la majorité de plus de 90% sont des femmes qui sont exploitées, bien sûr pour protéger
pour promouvoir les droits des femmes, il peut contribuer énormément dans la lutte contre ce fléau. Et aussi, l'OIM pouvait agrandir sa zone d'intervention et aussi renforcer ses partenaires de mise en œuvre de la lutte contre ce fléau. Afin d'éradiquer ce fléau qui a encore pris de l'ampleur en 2019, le président du FOCODE conseille tout d'abord au gouvernement burundais de mener des enquêtes afin d'identifier parmi les autorités gouvernementales toutes les personnes qui tirent profit de ce trafic et de mettre en vigueur une loi qui protège les Burundais qui vont travailler dans ces pays du Golfe. En 2019, les informations que nous avons reçues depuis le début de l'année, c'est que le trafic a repris de plus belle et connaît de plus en plus de l'ampleur, comme le signalent les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons reçu un certain nombre de données depuis avril, mai et juin 2019, où nous avons trouvé que par jour, environ 60 filles peuvent partir principalement avec la compagnie Ethiopian Airlines, avec quelque peu avec Kenya Airways. Nous avons aussi appris que sur chaque fille qui passe par l'aéroport de Bujumbura pour aller en Arabie Saoudite, donc on doit payer entre 300 et 350 $ américains aux autorités de l'aéroport de Bujumbura à titre de corruption. Et même au niveau de la PAF aussi, la délivrance plutôt des passeports de ces filles est conditionnée par le paiement d'un certain montant à titre de corruption. Donc c'est ainsi, si vous comptabilisez tous ces chiffres, 60 filles par jour, ça va faire autour de 30 000 filles par an qui partent en Arabie Saoudite et dans d'autres pays arabes. Et vous allez trouver, il y a eu un coût payé à titre de corruption équivalent à environ 9 millions de $. Ça veut dire environ 20 milliards de francs burundais qui seraient partagés entre des patrons de l'aéroport international de Bujumbura et certaines hautes personnalités des corps de sécurité. Alors, ce sont ces personnes-là qui vont s'opposer absolument qu'il y ait une protection légale des filles qui vont en Arabie Saoudite et dans certains autres pays arabes protégés. Mais il n'y aura pas de protection tant que les trafiquants et certains cadres des services de sécurité continueront à gagner les 20 milliards par an sur les filles qui sont trafiquées. Donc il est extrêmement important, si l'Assemblée nationale et si le Sénat sont sérieux sur cette question, ils doivent d'abord enquêter sur cette corruption au niveau de l'aéroport international de Bujumbura et au niveau de la PAF. C'est en arrêtant cette corruption qu'il sera possible d'organiser une protection de toutes ces filles. C'est sur ces recommandations de Pacifique Nina Hadzwe que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche qui était centrée sur le trafic des jeunes filles et femmes burundaises vers les pays du Golfe. Merci aux invités, merci pour votre aimable écoute.